Rebonjour, bienvenue. Alors, nous allons entreprendre la seconde partie de notre atelier Moments de vérité. Pour cette partie, nous allons vous présenter les aspects essentiels, les moments de vérité qui se présentent au quotidien et où, quand vous prenez de telles décisions, vous pouvez placer votre entreprise sur une trajectoire de transition. Donc, on sait qu'il faut agir tôt, mais sur quoi? Alors, on s'est penché avec l'équipe de CCG sur les meilleures pratiques à l'international. Nous avons identifié une pratique qui s'appelle l'approche ACT pour Assessing Low Carbon Transition. C'est une approche qui a été développée en Europe, une approche très opérationnelle avec des méthodologies sectorielles. Donc, comme Pascal l'a dit, on a besoin de regarder secteur par secteur. Ça a été conçu pour les entreprises de toute taille. C'est une méthodologie fondée sur 9 modules qui est très complémentaire à la reddition de comptes. Ça permet de mesurer le niveau de maturité et de cohérence d'un plan de transition d'une entreprise, mais aussi de voir comment on a intégré l'action climatique dans la stratégie d'affaires. Cette méthodologie provient de l'ADEME et du CDP. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les 9 modules de ACT et on a simplifié ça en 9 aspects essentiels de la transition. Vous voyez les 9 aspects ici, je ne vais pas les lire parce que ce qu'on a décidé de faire, c'est de les couper en 3 blocs sur lesquels on va pouvoir se pencher dès maintenant, à commencer par le premier bloc de 3 qui regroupe les produits et les investissements. Donc, le premier volet, ce sont les investissements matériels. Et là-dessus, je vais donner la parole à Pascal. Merci Anne-Josée. Donc, on voulait rendre vraiment cette activité très concrète avec des exemples. Ici, vous avez l'exemple de la scierie Girard qui a réalisé des investissements en remplaçant ces séchoirs qui fonctionnaient au propane par des séchoirs électriques. C'est un investissement de plus de 3 millions de dollars, dont 2 millions sont venus d'un programme gouvernemental, le programme Éco-Performance. Donc, on voit ce programme-là comme tant d'autres programmes disponibles pour accompagner les PME dans leurs projets. Et cet investissement a permis la réduction de 5 000 tonnes de gaz à effet de serre par année. C'est l'équivalent de retirer 1 500 voitures de la route. Donc là, on a un exemple très concret du passage à l'action d'une PME. Pourquoi s'intéresser aux investissements matériels? Eh bien, c'est dans la stratégie d'investissement qui doit s'aligner avec un avenir bas carbone. Il faut voir que les investissements passés, c'est ceux qui amènent les émissions de gaz à effet de serre d'aujourd'hui et que les investissements futurs, ce que l'on va décider dans ces moments de vérité, ce sont eux qui nous placent sur une trajectoire de transition. Donc les points à retenir, les points importants, sont que les biens de production que l'on possède sont émetteurs de gaz à effet de serre et que les futurs biens qu'on va acquérir, ils vont définir les émissions à venir de l'entreprise. Donc, comme Pascal l'a dit, à chaque fois où une entreprise décide de faire l'acquisition d'un bien, c'est un moment de vérité, mais c'est aussi le cas pour les investissements immatériels. Donc, c'est le deuxième dans le volet produits et investissements. Et l'exemple d'entreprise québécoise qu'on a ici, c'est l'exemple de Lithium. Lithium qui a investi énormément de dollars en recherche et investissement pour développer de nouvelles technologies. On a également vu l'exemple tout à l'heure avec Pierre-Olivier de l'entreprise qui fait les petites balayeuses urbaines. Donc, c'est vraiment en anticipation de la transition. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on fait des investissements en recherche et développement, ça va orienter notre capacité à s'adapter au changement climatique, mais aussi à saisir des occasions d'affaires et à réduire nos GES. Donc, si aujourd'hui, vous faites des investissements en recherche et développement qui ne vont pas générer des solutions bas carbone, sachant que les résultats du recherche et développement vont être effectifs dans 3 à 5 ans, mais c'est problématique pour la transition. Donc, ce qu'on aimerait voir aujourd'hui, c'est que 50 60 70 80 ou même 100 des investissements de recherche et développement des PME supportent des solutions qui vont être compatibles avec un avenir bas carbone parce que ça l'oriente la performance de l'avenir. Le troisième volet, c'est la performance des produits. Sur ça, je passe la parole à Pascal. Merci Anne-Josée. Effectivement, la performance des produits, commençons par l'exemple de l'imprimerie Sainte-Julie. Nous aurons le plaisir de recevoir Jocelyn sur le panel tout à l'heure qui pourra en parler plus en détail. Juste pour illustrer le propos, l'imprimerie a investi plus de 1 million de dollars pour commercialiser une étiquette sans support. Et grâce à cette technologie, elle permet de réduire la consommation de colle, elle élimine l'utilisation du papier et la réduction de la consommation de colle est d'au moins 80%.
Donc, on voit qu'à travers un investissement, et c'est pour ça qu'on a regroupé la performance des produits avec les investissements, on est capable de créer des produits qui, au final, vont avoir une empreinte environnementale réduite. Et l'imprimerie se positionne comme un leader puisqu'elle est la première à utiliser cette technologie qui vient en fait d'une entreprise britannique et dont Jocelyn pourra nous parler plus en détail tout à l'heure. Donc, un autre exemple, BRP, qui a mis vraiment l'accent très fort pour transformer ses produits en se rendant compte, bien évidemment, qu'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre ont lieu par l'utilisation des produits. Et l'entreprise s'est engagée à avoir des modèles électriques dans chacune de ses gammes de produits d'ici 2026, mais en commençant dès l'année prochaine. Pour cela, bien évidemment, elle a investi beaucoup, on parle de 300 millions de dollars, dans la création d'un centre de développement de véhicules électriques à Valcourt. On voit donc là le lien entre investissement, performance des produits. Alors pourquoi s'intéresser à la performance des produits et services vendus ? Eh bien, c'est là qu'on va démontrer l'impact de l'entreprise sur sa chaîne de valeur. Et puis c'est là qu'on identifie des pistes d'amélioration qui sont sous le contrôle de l'entreprise, à travers notamment des outils comme l'éco-conception qui permettent de regarder un produit dans l'ensemble de sa vie, que ce soit des premières étapes de fabrication, d'utilisation et de fin de vie. Donc les points importants à retenir, c'est que les produits, la façon dont ils vont être utilisés, eh bien, c'est souvent une contribution très importante de l'entreprise à la nouvelle économie qui est en train d'émerger, dont plusieurs d'entre vous ont montré des signes. Et c'est aussi une façon d'aligner ce que l'entreprise fait, ce que la PME fait, avec les valeurs et les exigences des consommateurs. On a beaucoup parlé des employés qui veulent aligner leurs valeurs avec ce que fait l'entreprise, mais ces mêmes employés sont aussi des consommateurs et vont choisir des produits qui sont totalement en accord avec leur souhait de voir une transition arriver. Alors, nous vous invitons maintenant à partager au sein de votre table et de nous partager éventuellement dans le clavardage pour vous, quels sont, donc pour votre entreprise ou la PME que vous accompagnez, les aspects les plus avancés en ce qui concerne les investissements matériels ou immatériels et la performance des produits. Et on vous invite aussi à discuter entre vous pendant quelques minutes de quels sont les plus grands défis. Et pour pouvoir partager ça avec nous tous, eh bien, si le porte-parole de votre table pourrait mettre dans le clavardage par exemple, avancer 2 points, puis noter les avancées, les aspects pour lesquels l'entreprise a déjà mis des efforts, et puis mettre aussi les défis 2 points, ce qui est ressenti comme le prochain pas qui doit être réalisé ou l'embûche à surmonter au sein de l'organisation. Ce qu'on voit, Pascal, c'est qu'encore souvent aujourd'hui, quand les gens, les entrepreneurs vont aller faire l'acquisition de nouvelles pièces d'équipement, par exemple, ils ne considèrent pas nécessairement les GES comme un facteur clé dans la décision d'investir. Mais par contre, quand on l'intègre et on peut faire la démonstration que notre nouvel équipement va émettre moins de GES que l'ancien, ça peut nous donner accès à du financement vert. Tout à fait, Anne-Josée. C'est pour ça qu'on parle de moments de vérité. C'est ces moments-là où on réalise les opportunités qu'il y a à intégrer des critères GES dans les choix que l'on va réaliser en tant que comité de direction, en tant qu'entreprise pour investir, par exemple, dans des nouveaux équipements. Ce moment de vérité-là, c'est aussi un moment de vérité pour les gens qui accompagnent l'entreprise dans son écosystème d'affaires. Quand on est, par exemple, dans une banque ou un directeur de compte, un entrepreneur vient nous voir pour faire un prêt pour un nouvel équipement, mais c'est un bon moment de demander est-ce que cet équipement-là va être plus éco-responsable que l'ancien? Parce que si oui, je peux peut-être t'aider à avoir accès à du financement vert. Donc, c'est une façon que l'écosystème peut aider l'entrepreneur dans sa transition. Tout à fait. Et on voit beaucoup d'institutions financières qui sont en train de former leur personnel pour leur permettre d'être capables d'accompagner leurs clients dans ces démarches-là en leur proposant différentes options de financement, par exemple, ou autres. Tout à fait. On voit ça beaucoup, d'ailleurs, avec la méthodologie ACT qu'on présente ici, qui est utilisée par certaines institutions financières en France et en Europe pour accompagner les PME. Donc, on vous invite à nous inscrire quels sont les aspects les plus avancés ou les défis dans le chat général pour votre entreprise. Au niveau des investissements matériels, est-ce que vous faites des investissements matériels? Est-ce que vous intégrez les critères GES?
Est-ce que vous faites des investissements immatériels? Ça peut être la recherche et développement dont j'ai parlé. Ça peut aussi être la formation des employés. Est-ce que vous formez vos employés sur les enjeux climatiques? C'est une question qu'on se pose souvent. Si vous avez envie de répondre à cette question-là dans le clavardage général, est-ce que vous formez vos employés? Est-ce que vous sentez que vos employés sont prêts pour une économie sobre en carbone? Est-ce qu'ils intègrent ces enjeux-là au quotidien? Ça, c'est des investissements immatériels qui peuvent s'avérer très payants pour développer votre leadership. Je vois qu'on a un premier commentaire. Donc, les défis qui nous sont partagés, merci Anjali, collecte des données à l'interne, d'une part, partage des données entre fournisseurs d'énergie et partage des données entre entreprises pour favoriser les projets communs ou financements communs. Effectivement, nous, on le note aussi dans les activités qu'on a avec les entreprises. La partie collecte de données est souvent longue et un peu difficile puisqu'il s'agit d'expliquer ce que l'on cherche à faire à travers cette démarche-là et les données ne sont pas toujours facilement accessibles. Ça prend un vrai travail de collecte auprès soit des gestionnaires de bâtiments quand il s'agit d'informations sur les bâtiments ou de gestionnaires de flotte de véhicules sur les véhicules. Le partage des données entre les entreprises qu'Anjali mentionne, c'est quelque chose de très important. On l'a vu dans l'exigence de transparence qui arrive du côté de la finance durable. Donc, je pense qu'on pourra poursuivre avec la prochaine thématique dans les 9 aspects essentiels. Donc, on a couvert les 3 aspects, dans le fond, sur lesquels on a le plus de contrôle à l'intérieur même de notre entreprise, nos investissements, notre recherche-développement, notre formation, la performance de nos produits, ce qui nous appartient. On va regarder maintenant ce qui se passe un peu à l'extérieur de l'entreprise dans la chaîne de valeur, en commençant par les fournisseurs. Pascal? Oui, merci Anne-Josée. Allons-y avec l'exemple de Cascade. Cascade qui est un fer de lance dans le domaine, qui s'est investi dans notamment l'approvisionnement responsable. Cascade a décidé que 100% des fibres achetées seraient responsables, de même qu'au niveau de la production, on parle de 100% de papier certifié ou recyclé. Et ces usines sont certifiées à 100% en gestion responsable des forêts. Donc on voit vraiment une implication forte qui a des conséquences sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, qui est d'ailleurs évaluée à travers l'organisation EcoVadis, spécialisée dans l'évaluation des fournisseurs. Donc on voit là une grande entreprise qui, par des décisions importantes, va avoir des conséquences majeures sur sa chaîne de valeur et notamment les PME qui la composent. Tout à fait. Puis sur EcoVadis, c'est important de mentionner que de plus en plus de PME doivent compléter des questionnaires, puis doivent eux-mêmes divulguer leurs engagements environnementaux. Donc, si vous faites partie de la chaîne d'approvisionnement d'un grand donneur d'ordre et que ce n'est pas encore arrivé, soyez prêts parce que ça s'en vient. Tout à fait. Et on voit de nombreuses entreprises qui nous contactent parce qu'elles ont eu des requis de leurs donneurs d'ordre pour pouvoir déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre et leur plan d'action. Alors, l'engagement des fournisseurs, pourquoi est-ce important? Eh bien, c'est vraiment un levier d'action dans la stratégie climatique. Et puis, ça permet d'identifier des émissions significatives ou importantes dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, les points importants à retenir, les fournisseurs jouent un rôle majeur dans la chaîne de valeur et l'empreinte carbone doit être considérée sur l'ensemble du cycle de vie des produits, de façon à générer, à travers une analyse de cycle de vie, d'identifier des opportunités d'action en modifiant les produits. Quand on parle de cycle de vie et de chaîne de valeur, on ne peut pas passer outre les clients. Les entreprises, les entrepreneurs ont une incidence sur leurs propres clients. Ici, un exemple québécois qu'on aime bien partager, c'est les fermes LUFA. Leurs clients sont même une communauté de lufavores. Donc, c'est vraiment une communauté de gens qui travaillent ensemble, qui partagent les mêmes valeurs, des valeurs d'éco-responsabilité. Les fermes LUFA vont consulter les membres de leur communauté, leurs clients, pour savoir où placer les points de dépôt afin d'éviter le maximum de transport, par exemple. Ils vont aussi travailler avec beaucoup de fournisseurs locaux du terroir pour faire promouvoir les produits québécois et puis les mettre en valeur. Pourquoi c'est important pour les entreprises de travailler avec les clients, de mobiliser leurs clients? Mais ça permet de vraiment contribuer à éviter des émissions significatives dans l'ensemble de la chaîne de valeur
au moment où les produits sont utilisés ou encore au moment où on va aller se procurer le produit, comme on a vu avec les fermes LUFA, on va placer, positionner les points de dépôt à des endroits stratégiques selon la clientèle. Donc, sur une base collective, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et quand on travaille avec nos clients et on établit un dialogue constructif avec eux, ça permet de s'assurer que l'offre de l'entreprise est bien arrimée avec les valeurs des clients. Et au fur et à mesure que les clients ont des exigences de plus en plus élevées, bien, ces entreprises-là, comme les fermes LUFA, vont pouvoir rester vraiment branchées sur la clientèle et à l'affût de l'évolution des exigences et des valeurs des clients. Donc, beaucoup mieux positionnées pour réussir dans l'avenir. Les entreprises peuvent influencer le choix des produits pour réduire l'empreinte carbone. Les fermes LUFA, avec leurs plus de 150, je crois, fournisseurs locaux, viennent aussi influencer, faire connaître d'autres PME, d'autres producteurs locaux à leur clientèle, ce qui est très positif là, pour l'ensemble de l'industrie et la réduction de l'empreinte environnementale. C'est aussi une façon d'affirmer son image de marque, de fidéliser la clientèle et de se démarquer des concurrents. Sur ce, on va regarder les modèles d'affaires parce qu'entre fournisseurs et clients, mais il y a des nouvelles approches. On a eu une question tout à l'heure qui disait, mais est-ce que je dois garder mon entreprise et réduire son empreinte ou peut-être même la réinventer compte tenu de l'urgence climatique dont Alain nous a parlé? Bien, les modèles d'affaires innovants, il y en a beaucoup autour de nous. On en a entendu de Pierre-Olivier, puis Pascal va nous en partager aussi. Oui, tout à fait, Anne-Josée. En fait, c'est une panoplie de solutions. Et ici, je partage l'exemple de l'entreprise Pocheco, une entreprise qui faisait des enveloppes de façon totalement traditionnelle et qui, en fait, s'est réinventée totalement. Et maintenant, se veut comme un producteur d'enveloppes biodégradables, c'est-à-dire que la production des enveloppes emprisonne plus de CO2 qu'elle n'en libère. Et il faut voir que ça a été une mini-révolution à l'intérieur de l'entreprise à laquelle elle est passée, de façon non seulement à changer les pratiques en profondeur, mais aussi de changer l'usine en quelque sorte, qui est maintenant autosuffisante à la fois en eau et en énergie, et en intégrant des paramètres qui touchaient bien sûr à l'environnement, mais aussi à la santé-sécurité. L'entreprise a décidé d'aller avec des antres et des cols 100% naturels et végétales, donc moins d'émanations de polluants pour les employés. Donc ça a été vraiment une révolution au sein de cette entreprise-là, à tel point que elle a été contactée par de nombreuses autres entreprises qui voulaient s'en inspirer et elle a même développé un service conseil qui vise à partager son expertise, son expérience à travers cette transformation de l'entreprise. Donc on a ici un exemple de modèle d'affaires qui a su se réinventer à travers des modifications en profondeur de ses façons de faire. Et donc, ça répond effectivement à la question, eh bien oui, il y a des possibilités d'aller saisir de nouvelles opportunités d'affaires en réinventant son modèle complètement. Puis sur Pocheco, ce qui est vraiment intéressant, tantôt je disais que nous, on vise avec Québec Net Positif une économie nette positive. Bien, Pocheco capture 50 000 tonnes de CO2 par année à travers ses opérations. Donc, ce n'est plus du tout une entreprise émettrice, c'est une entreprise qui devient nette positive. Donc, il y a moins de gaz à effet de serre parce que Pocheco est en opération. Donc, c'est quand même assez exceptionnel comme modèle d'affaires. Tout à fait. Et un autre exemple de l'entreprise Minicycle, dont Jade va nous parler plus en détail lors du panel tout à l'heure. Donc, c'est une entreprise qui vise à mettre en place une économie circulaire du vêtement pour enfants en ayant réalisé que c'était des vêtements à courte durée de vie a priori, mais qu'on pouvait étendre la durée de vie de ces vêtements-là. Ce sont des vêtements durables, éthiques et aussi abordables que possible. Donc, il faut voir que c'est une vraie aspiration qui a été mise en pratique concrètement. Et j'ai beaucoup aimé lors des discussions qu'on a pu avoir avec Jade, la notion de l'idée même de déchets qu'il faut faire disparaître en fermant totalement les boucles de réutilisation. Alors, le modèle d'affaires, pourquoi s'y intéresser? C'est vraiment un élément clé de cette transition. Il s'agit de valider la compatibilité avec une économie sobre en carbone. Le monde est en train de changer, un nouveau monde est en train d'émerger. Il s'agit aussi de valider si le modèle permet de développer, de saisir les occasions spécifiques au secteur. Et ça, c'est un point très important de la démarche. Il y a des occasions à aller chercher. Il s'agit de les considérer en revisitant son modèle d'affaires. Et puis de déterminer le potentiel de prospérité et de pérennité de l'entreprise. Les PME sont des entreprises qui se voient dans la durée
Et donc, c'est un critère extrêmement important à intégrer dans leur stratégie d'affaires, dans leur rencontre de stratégie pour pouvoir assurer cette pérennité. Donc, le point important à retenir, le modèle doit pouvoir évoluer vers un modèle zéro émission nette sur l'ensemble de sa chaîne de valeur sur le long terme. Tout un défi. Tout à fait. Donc, nous vous invitons maintenant, comme on l'a fait pour les 3 premiers aspects, à échanger autour de votre table quels sont les aspects les plus avancés au sein de votre entreprise ou de la PME, des PME que vous accompagnez, et quels seraient ceux qui représentent le plus gros défi. Et nous vous donnons 4 minutes pour faire cela. Entre-temps, je vais mentionner quelques défis qui sont remontés précédemment à propos des investissements et de la performance des produits. Un des défis que Daniel mentionnait, c'était le rendement des investissements qui pouvait être moindre sur le long terme par rapport à d'autres types d'investissements. Et je crois qu'une des réponses qui est apportée, ce sont les financements qui sont de plus en plus disponibles, qui permettent de réduire les délais de retour sur investissement des investissements justement qui sont réalisés par les organisations. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure des occasions d'investissement, du financement disponible pour l'éco-responsabilité. Tout à fait. Donc, on vous invite à regarder, à nous informer des aspects les plus avancés. Est-ce que ce sont au niveau de vos relations avec vos fournisseurs, les relations avec vos clients? Est-ce que vous êtes à redéfinir votre modèle d'affaires? Est-ce que votre modèle d'affaires est déjà tout à fait aligné avec un avenir bas carbone? Est-ce que c'est un défi de penser ou repenser le modèle d'affaires? Et je pense que le défi ou les avancées ici, c'est de savoir, est-ce que vous êtes encore dans une phase où vous regardez plutôt ce qui est sous votre contrôle à l'intérieur de votre entreprise, ou vous êtes déjà en relation dans votre secteur d'affaires? Est-ce que le secteur du tourisme, par exemple, est en train de s'en aller vers du tourisme durable? Êtes-vous en relation avec vos fournisseurs, vos clients dans cette direction-là ou non? Donc, qu'est-ce qui se passe de votre côté au niveau de la chaîne de valeur? Quels sont les aspects avancés et les défis? Tout à fait. Et nous avons Sophie qui nous a partagé plusieurs initiatives déjà mises en place, dont notamment le fait de conscientiser les fournisseurs de façon à ce qu'il y ait de fermer la boucle, en fait, à ce que les fournisseurs puissent reprendre les rebuts de mousse de l'entreprise. Donc, on voit que ce genre d'initiative dépasse les limites de l'entreprise et inclut des partenaires essentiels que sont les fournisseurs. Donc, on vous invite à partager dans le clavardage d'autres éléments qui seraient soit avancés, soit encore des défis en lien avec ces aspects. Parfait. Continuez à partager les exemples. Et pendant ce temps-là, on va poursuivre avec les 3 autres aspects essentiels pour intégrer l'action climatique dans votre stratégie et vos décisions d'affaires. Et les 3 aspects qu'on a regroupés, ce sont des aspects qui entourent la culture organisationnelle, à commencer par l'équipe de direction. Alors, l'exemple qu'on partage avec vous ici, c'est l'exemple de la laiterie Chagnon, qui d'ailleurs est un fournisseur des fermes LUFA, donc une entreprise familiale, indépendante, qui est vraiment guidée par des valeurs très fortes de génération en génération. On est sur une distribution locale et dès 1969, l'entreprise avait trouvé des méthodes pour faire de la récupération de chaleur. C'était très avant-gardiste à l'époque et ce sont des valeurs qui continuent. On va rencontrer tout à l'heure dans le panel également Sudhir Suri de l'œuf Architecte, qui est un président et fondateur depuis 1992. Cette entreprise-là fait de l'architecture qui est durable, écologique, raisonnée et même avec une approche régénérative. Donc, comment, quand on bâtit quelque chose, on peut avoir une incidence sur l'environnement autour de nous. Et tout ça est vraiment guidé par des valeurs très fortes de la part de l'équipe de direction. Donc, pourquoi on s'intéresse tant à l'équipe de direction? Bien, évidemment, c'est l'équipe qui détient le pouvoir de décision. Donc, quand nous, on rencontre des entrepreneurs puis on échange avec eux, je vais aller à l'extrême, mais si on avait une équipe de direction, par exemple, composée de personnes qui ne croient pas à la science, qui ne sont pas sensibilisées du tout aux actions climatiques, mais c'est assez facile d'imaginer que l'entreprise va difficilement se placer sur une trajectoire de transition au quotidien. Par contre, lorsque l'équipe de direction, elle est bien informée, elle est préoccupée, elle connaît les enjeux climatiques, mais elle est en mesure de les intégrer dans les objectifs stratégiques, puis aussi dans les actions à court terme,
ainsi que long terme. Donc, vraiment, l'idée, c'est que l'équipe de direction a une influence très grande sur la planification stratégique et c'est très important le rôle qu'ils vont jouer au niveau de l'intégration, par exemple, de scénarios de transition sur le très long terme et également toute leur influence sur la culture organisationnelle. Les leaders sont les modèles et les porte-paroles et également sont en très bonne position de former leurs employés à l'action climatique. Donc, un rôle très important pour les équipes de direction. C'est en lien avec le deuxième rôle de culture organisationnelle qui sont les prises de position publiques et les engagements publics des entreprises. Donc, on voit beaucoup d'entreprises qui s'engagent publiquement de plus en plus. On les voit beaucoup en Europe parce que poussées par des réglementations, ça vient avoir une incidence sur les engagements publics, mais on voit aussi beaucoup d'engagements volontaires. Et ici, on a mis l'exemple des entreprises qui décident d'avoir des objectifs fondés sur la science. On va en parler tout à l'heure avec Pascal. Des objectifs de réduction de gaz à effet de serre qui permettent de se placer sur une trajectoire tout à fait alignée ou compatible avec un réchauffement climatique de 1,5 degré. En France, il y a une très grande coalition là, de la Convention des entreprises pour le climat, d'ailleurs, qui regroupe beaucoup d'entrepreneurs qui sont publics. Si vous voyez un peu le site web, on a leurs photos. Ils prennent position proactivement pour la transition. Donc, pourquoi c'est important et pourquoi on s'intéresse à l'engagement aux prises de position publiques des entreprises? Bien, quand on regarde les prises de position publiques, ça nous permet d'avoir une bonne idée des valeurs qui sont véhiculées dans l'entreprise, mais également des orientations, des décisions, des politiques et également le fait que les entreprises, sur une base individuelle, prennent un engagement proactif, ça peut influencer les politiques publiques, les réglementations du secteur, puis la mobilisation dans leur secteur. C'est également des éléments qui sont pris en compte par les investisseurs, puis aussi par les clients. Donc, quand les clients voient qu'une entreprise est engagée publiquement, ça peut donner confiance. Les employés regardent des engagements publics des entreprises, en fait, toutes les parties prenantes, incluant la communauté. Et le fait que les entreprises s'engagent publiquement, bien, ça favorise une action collective. On l'a dit, la transition, ça ne pourra pas être qu'individuel. On a besoin de cette action collective et les engagements publics font partie de ça. Donc, c'est vraiment une indication des convictions des dirigeants de la culture d'entreprise. Puis j'aimerais souligner là-dessus que l'inverse est vrai. Si vous faites partie d'une association sectorielle qui travaille à l'encontre de la transition, ça aussi, ça donne un signal. Donc, soyez à l'affût des positions des associations avec lesquelles vous êtes associés. Et si ces positions-là ne sont pas alignées avec vos valeurs, bien, travaillez votre association sectorielle pour tenter de les faire cheminer vers la transition. Et si ça, c'était pas possible, bien, c'est quand même important de souligner là, le désaccord avec une position de telle sorte qu'on vient donner le signal positif que nous, notre entreprise, on souhaite se placer sur une trajectoire de transition et on recherche l'appui de nos parties prenantes pour ce faire. Donc, le troisième volet des objectifs de la culture organisationnelle concerne les objectifs de l'entreprise. Et là-dessus, je vais passer la parole à Pascal. Merci Anne-Josée. Alors, commençons par les objectifs haut niveau. Eh bien, il y en a au niveau du gouvernement du Québec qui s'est donné des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alain Webster en parlait plutôt au niveau de l'évolution des émissions jusqu'à présent. On voit que ça reste un énorme défi. Malgré tout, le gouvernement du Québec s'est donné des cibles pour 2030 et pour 2050. Et ce que cela veut dire, c'est qu'il met en place derrière des moyens pour atteindre ces cibles, des moyens qui sont des plans d'action, des politiques, et qui visent justement à déployer par la suite d'autres moyens, des moyens financiers, par exemple, ou réglementaires, pour accompagner les organisations dans leur transition. Alors maintenant, si on va dans le cas plus concret d'une entreprise, prenons le cas ici de l'entreprise Aldo, qui a mis en place une démarche de carboneutralité. Alors, il y a une question très intéressante dans le clavardage qui mentionnait justement que beaucoup d'entreprises se revendiquent carboneutres, mais n'ont regardé que leurs émissions directes ou indirectes liées à l'énergie, par exemple l'électricité qu'elles utilisent. Effectivement, ça, c'est une façon très limitative de regarder ces activités. Et ce qu'on voit ici avec l'exemple d'Aldo, c'est que déjà l'entreprise intègre une partie de ses émissions indirectes dans sa démarche de carboneutralité, qu'elle a d'ailleurs fait auditer par une entité externe. Il n'y a pas de règle internationale, de standard internationalement reconnu sur la carboneutralité d'une entreprise.
Par contre, il y a des meilleures pratiques qui sont en train d'émerger et tout ce qu'on voit en ce moment s'en vient vers le net zéro dont on vous a parlé avant, c'est-à-dire de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise et pas seulement juste ses émissions directes. Et bon, dans le cas de Aldo, l'entreprise est allée chercher les meilleures pratiques pour établir des cibles en se basant sur des cibles donc basées sur la science, Science-Based Targets, qui est une méthodologie qui permet de déterminer pour n'importe quelle entreprise d'une façon sectorielle, quelles sont les cibles que je dois me mettre pour m'aligner sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris. Dans le cas de Aldo, elle s'est donnée comme objectif, d'ici 2030, de réduire de 40% ses émissions directes de GES sous son contrôle, mais aussi elle s'est mis un objectif de réduction pour ses émissions indirectes, en l'occurrence les émissions liées à l'approvisionnement des chaussures. Donc on voit bien cette démarche qui va vers intégrer l'ensemble de sa chaîne de valeur dans ses objectifs. Alors, les recommandations pour les PME en termes d'objectifs et cibles, bien, on l'a déjà mentionné, faire un inventaire de nos émissions en prenant en compte l'ensemble de la chaîne de valeur, prioriser les sources d'émissions significatives ou on dirait les sources d'émissions les plus importantes sur lesquelles on veut avoir un maximum d'impact, établir des cibles, des actions concrètes et bien sûr un plan d'action structuré avec le financement nécessaire. 3 façons d'établir des cibles. La première, recommandée et quasiment incontournable, c'est déterminer une cible en valeur absolue, donc en tonnes de CO2 ou CO2 équivalent, parce qu'on doit réduire, on l'a vu au niveau mondial, sectoriel, provincial, on doit réduire les émissions absolues. Mais il peut être aussi pertinent dans certains cas, comme dans le cas d'une entreprise qui est en forte croissance, de déterminer en complément une cible en intensité, par exemple en tonnes de CO2 par produit vendu, ou en intensité économique en tonnes de CO2 par dollar. Il faut voir que le Science-Based Target a défini pour les PME un objectif de réduction qui est assez simple. Il s'agit donc de viser 50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 2018. C'est donc un outil très simple à utiliser pour les PME. Alors, si on revient sur les objectifs et pourquoi s'y intéresser, eh bien, il s'agit de valider l'alignement de l'entreprise avec une trajectoire plausible de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, d'inclure les principales sources de toute la chaîne de valeur, encore une fois, et puis ça nous donne une vision sur le long terme, c'est-à-dire au-delà de 10 ans, qui peut être complémentée par une échéance à moyen terme. Donc les points à retenir, inclure le périmètre des émissions directes et indirectes, et c'est vers là que vont les meilleures pratiques en ce moment aujourd'hui, et puis aligner son ambition sur une trajectoire qui ne dépasse pas 2 degrés d'augmentation, ou encore mieux 1,5 degré à travers, par exemple, l'établissement d'une cible basée sur la science. Voilà, suite à ces 3 éléments dont on vient de parler, l'équipe de direction, les prises de position publiques et les objectifs de l'entreprise, eh bien, nous vous invitons à discuter au sein de votre table et à partager dans le clavardage quels sont ceux pour lesquels vous pensez que vous avez le plus d'avancées, qui ont été poussés le plus loin, qui ont bien fonctionné, qui sont déjà en œuvre, et ceux pour lesquels ce serait plus un défi que vous rencontrez. Donc, je vais regarder le clavardage pour voir vos contributions, mais aussi c'est le moment d'échanger au sein de votre table, puisque par la suite, nous vous inviterons à venir en plénière pour pouvoir nous partager de vive voix ces différents éléments, comme ça a été fait tout à l'heure par un participant. Exactement. Donc, on vous invite à regarder les 3 derniers volets, équipe de direction, prise de position, engagement, objectif de l'entreprise, mais également à repenser là, dans les 9 aspects. Est-ce qu'il y en a qui sont prioritaires pour vous? Est-ce que ce serait prioritaire de travailler au niveau de l'équipe de direction pour être mieux informé? Est-ce que c'est davantage prioritaire de penser à vos prochains investissements matériels ou immatériels? Ce sont des questions qu'on se pose et on aimerait bien vous avoir dans la plénière. Donc, si vous avez le goût de participer à la plénière, vous avez vu tout à l'heure, on a eu un participant. C'est assez facile. Vous repérez la table plénière qui est située tout au bas de la table. Donc, il s'agit d'utiliser la barre de défilement. Dans la section des tables, tout en bas, il y a une table salle d'attente et un technicien va vous accueillir là-bas pour pouvoir vous mettre sur le grand écran puis échanger avec nous. Quelle est votre réaction par rapport à ces 9 aspects essentiels? Lesquels sont avancés pour vous? Lesquels sont les aspects prioritaires? On aimerait bien vous entendre, à savoir si vous estimez que
ces aspects, cette méthodologie de ACT est une façon intéressante là, de regarder les réductions de gaz à effet de serre ainsi que l'intégration de l'action climatique dans vos opérations. Donc, on a vu, Pascal, il y a eu d'autres personnes qui ont indiqué des informations dans le chat en disant, bien, nous, on réduit l'usage de produits à usage unique. Donc, oui. Certainement, c'est une bonne façon. Pour réduire les produits à usage unique, il faut non seulement regarder ses propres opérations, mais travailler parfois avec nos fournisseurs ou des fois des nouveaux fournisseurs. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on touche à l'augmentation de la durée de vie des produits. Et donc, souvent, ça représente un investissement supplémentaire initialement. Mais derrière, on peut faire le calcul et voir dans quelle mesure, combien de temps on devrait utiliser ce produit pour qu'il apporte un bénéfice sur le long terme, également d'un point de vue financier. Ce qui est intéressant avec cette approche ACT, c'est qu'elle montre des éléments qui sont adressés par toutes les PME, que ce soit la performance de leurs produits, leurs fournisseurs, pour d'autres raisons. Et donc là, en fait, on insère dans le fonctionnement traditionnel de la PME une considération sur les changements climatiques qui, dans les moments de vérité, qui sont en fait des discussions, des prises de décision sur chacun de ces volets, deviennent des moments où on va en plus agir sur l'impact qu'on peut avoir sur le changement climatique. Donc, on vous laisse quelques minutes pour échanger autour de vos tables et venir nous rejoindre à la plénière si vous avez le goût de partager votre expérience. On l'a dit, dans la transition, il y a quelque chose de collectif. Donc, on a besoin de partager les uns les autres ce qui sont les défis, ce qui sont les aspects avancés, puis de pouvoir s'inspirer là-dedans. On a une question de Madeleine sur justement les ressources financières nécessaires pour pouvoir aider à la transition, puis on va en toucher un mot juste après. Donc, excellente question. Effectivement, les ressources sont limitées, notamment pour les très petites entreprises, comme vous le mentionnez. Et oui, il y a de l'aide financière pour pouvoir permettre d'engager cette étape de transition. Les biocarburants, l'hydrogène, les grands défis, ce qu'on entend aux nouvelles. Est-ce que tu veux glisser un mot là-dessus, Pascal? Oui, alors on parle effectivement de carburants alternatifs et on voit beaucoup d'acteurs qui se positionnent pour pouvoir effectivement apporter des solutions nouvelles. C'est certain que ces solutions-là vont avoir un rôle à jouer à l'avenir. Ce n'est pas la solution miracle, mais il y a un gros potentiel pour l'ensemble des carburants alternatifs, à condition de prendre en compte l'ensemble de l'empreinte environnementale qu'ils pourraient générer et d'autres considérations, les impacts sociaux qu'il pourrait y avoir dans le cas de l'utilisation de certains types de biocarburants. Donc ça prend vraiment de regarder pas seulement le côté carbone, qui est important, mais aussi l'ensemble des autres paramètres pour permettre le développement pérenne de ces carburants alternatifs dont on va avoir en partie besoin. Il y a d'autres solutions qui sont bien évidemment, par exemple, réduire la puissance de certains moteurs pour qu'ils nécessitent moins de carburant, mais aussi changer nos habitudes pour qu'on ait moins besoin d'utiliser nos véhicules pour se déplacer, nos véhicules thermiques. Tout à fait. Il y a des gens aussi dans le chat qui disent qu'une des choses qui a beaucoup avancé dans les dernières années, c'est d'avoir choisi des producteurs, des fournisseurs plus locaux et que la pandémie a un peu accéléré leur choix de se tourner vers des fournisseurs locaux. Donc, on nous indique qu'il n'y a personne dans la plénière pour l'instant. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer d'avancer. Si jamais quelqu'un souhaite se joindre à la plénière pour exprimer une opinion, un avis, une idée, quelque chose à partager, n'hésitez surtout pas en tout temps et on sera avisé qu'il y a quelqu'un à la plénière, on pourra vous donner la parole. Et sur ce, ça résume les 9 aspects essentiels qu'on voulait porter à votre attention, surtout parce que souvent, quand on parle d'action climatique, on parle de réduire les gaz à effet de serre et on ne pense pas à tous les aspects de notre culture organisationnelle ou de notre chaîne de valeur qui sont bien au-delà de ce qui, a priori, on pourrait imaginer. Donc, ça nous a fait plaisir de partager ça avec vous. Et comme Pascal a indiqué tout à l'heure, comment on fait maintenant? Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des fonds disponibles pour les entreprises qui souhaitent passer à l'action, et particulièrement en ce moment, parce que comme on a vu dans le sondage de l'Institut de la statistique du Québec, on est encore au début
de l'adoption par les entreprises. Et on a une très grande volonté, comme on a entendu d'Alain Webster, de la part du gouvernement, d'accélérer cette transition. Donc, les fonds deviennent disponibles. Donc, notre premier conseil qu'on aime beaucoup donner, contactez votre agent du fonds EcoLeader. Alors, si vous ne connaissez pas le fonds EcoLeader, il y a un site web. Vous pouvez aller sur le site web du fonds, contactez votre agent. Les agents du fonds EcoLeader et sur le site web, il y a accès à un répertoire d'experts dont CCG fait partie d'ailleurs. 370 experts au Québec sur tous les aspects de l'éco-responsabilité, incluant les volets sociaux, mais aussi sur l'aspect de l'action climatique et 140 programmes de financement disponibles. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que votre agent du fonds EcoLeader lui-même a du budget. Maintenant, jusqu'en septembre 2022, ils peuvent financer 75 des études, des diagnostics, également des plans d'action, jusqu'à concurrence respectivement de 20 000 $. Également, l'adoption de nouvelles technologies. Il y a un budget de 45 000 $ pour faire les études et les plans d'action avant d'adopter une technologie propre. On peut se faire accompagner pour l'acquisition de la technologie, que ce soit au niveau de l'efficacité énergétique, la gestion des matières résiduelles, l'économie circulaire, qui fait partie tout à fait des modèles de transition bas carbone, la gestion de l'eau, les analyses de cycle de vie, les bâtiments durables éco-responsables. Donc, pour tout ça, si vous avez besoin d'aide, de vous faire accompagner par des experts, il y a du financement disponible. Donc, avant de regarder les prochaines sources de financement, oui? C'est même jusqu'à décembre 2022 que les gens peuvent déposer. Décembre 2022, oui, OK. C'était septembre, donc c'est allongé. Donc, profitez-en, l'argent est disponible maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Donc, avant de présenter d'autres options de financement, on me dit qu'il y a quelqu'un à la plénière, Pascal. Oui. Si vous voulez bien vous présenter, puis nous partager les éléments importants pour vous, pour passer à l'action. Alors, des fois, ça... Ah, OK. On va continuer. Je pense qu'on a un petit problème technique avec la plénière, mais continuez à aller dans la salle d'attente. On va essayer de vous brancher dès que c'est possible. Donc, premier conseil, c'était contacter votre agent du fonds EcoLeader. Deuxième conseil, soyez à l'affût de financements dédiés à l'action climatique. Il y a différentes mesures incitatives. Il y a des nouveaux modèles d'affaires aussi qui sont en train d'émerger. On voulait apporter à votre attention le modèle d'affaires de la coopétition, qui est la coopération entre compétiteurs. Donc, on commence à voir ça émerger un peu partout. Et ici, on a Hydro-Québec et Énergir, entre autres, qui font équipe pour pouvoir accélérer l'atteinte des objectifs de réduction de gaz à effet de serre sur la biénergie. Sofiac, par exemple, des projets de financement spécifiques sur l'efficacité énergétique des bâtiments puis se rendre à des bâtiments durables. Donc, il y a beaucoup de ces programmes-là qui existent et je pense qu'on va passer à la plénière. Puis, suite à la plénière, on va vous présenter un autre programme très intéressant de notre partenaire Compétiver. Oui, tout à fait. On nous dit qu'on a quelqu'un donc pour nous partager peut-être des actions prioritaires pour agir maintenant. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis originaire de la baie James, un petit village au nord de l'Abitibi-Ouest dont je travaille. Et ma question ou ma réflexion au Québec au complet pour les régions éloignées, pour diminuer nos effets de serre, comment utiliser moins le camion, mais plus peut-être le train ou d'autres façons de s'approvisionner dans nos matériels. Puis des fois, on est très loin. Là. Moi, je suis à 800 km de Montréal, par exemple. Merci beaucoup. C'est une excellente question à laquelle beaucoup de gens réfléchissent en ce moment. Donc, une des choses qui se fait déjà, transport laurentien, si je ne m'abuse, fait déjà le transport dédié partagé. Donc, auparavant, on avait du transport dédié. Donc, on avait une seule entreprise qui utilise un camion. Le camion se rend à destination et revient. Pour les régions éloignées, on a différentes entreprises qui commencent à faire équipe pour partager un même camion. Donc, ça permet de pouvoir transporter un camion plein de marchandises, mais également, une fois arrivé à destination, on demande au camion de rapporter des retours.
Donc, on n'accepte pas que le camion circule vide. Et on a aussi les camions qui sont en train routier. Donc, on est en transport partagé et train routier. Donc là, on va aussi réduire d'autant plus les émissions de gaz à effet de serre. Donc, une action que vous pouvez faire localement, c'est de regarder qui utilise les différents moyens de transport, quels camions viennent jusque chez nous. Est-ce que ces camions-là sont à moitié pleins, à moitié vides? Si oui, sinon, pourquoi? Qui les a affrétés? Est-ce qu'il y a moyen de faire équipe avec d'autres personnes locales pour partager le transport? Ça permet souvent de réduire les coûts pour chacun des usagers du transport. La logistique est un petit peu plus complexe, mais je dirais que les entrepreneurs en transport font face à beaucoup de pénuries de main-d'œuvre aussi. Donc, si on peut trouver quelque chose qui est gagnant-gagnant, on a besoin moins de chauffeurs et conducteurs parce qu'on partage. Rendu là-bas, la logistique est un petit peu plus complexe d'aller vers 2 ou 3 entreprises, mais ça peut être une façon, dans l'attente où un jour, on aura peut-être les camions électriques, mais il y a moyen, même sans toucher aux camions, à travailler. On l'a vu, la compagnie Cascade, je pense qu'on n'a pas parlé spécifiquement de ça, mais on travaillait beaucoup sur améliorer l'efficacité du camion comme tel pour qu'il utilise moins de carburant. Ici, en plus, on fait une belle logistique de transport sur une base régionale. On accepte de partager le transport. Ça peut être une façon de mieux desservir les régions en réduisant quand même pas mal les émissions de gaz à effet de serre avec le même parc d'équipement, si on veut. Oui. Oui, et ma question aussi, c'est pourquoi ne pas utiliser nos espaces ferroviaires? Parce que le ferroviaire, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai étudié en logistique de transport, que le ferroviaire prend environ 3 camions en tonnage par wagon et prend beaucoup moins, c'est sûr qu'il prend plus de temps que le camion, mais pourquoi que le Québec ne se prend pas en main non plus sur tout ce qui s'appelle ferroviaire? En fait, c'est un très bon point et il y a de nombreuses organisations qui regardent à profiter en fait du réseau ferré pour y mettre plus de marchandises en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui est considéré et il faut voir qu'on vient avec un historique de l'utilisation des moteurs à essence, que ce soit pour les camions ou les véhicules. Mais là, il y a comme un virage qui est en train d'être pris aussi au niveau ferroviaire avec les contraintes existantes au Québec, notamment sur la propriété des voies de circulation. Mais il y a vraiment beaucoup de gens, des acteurs économiques qui regardent cet aspect-là avec intérêt pour voir comment mettre plus de marchandises sur les trains, effectivement, pour réduire notamment l'empreinte environnementale. Excellente nouvelle. Bien, c'est exact, une très bonne idée. Merci beaucoup. Puis, effectivement, quand on parle que ça va prendre un effort collectif pour réussir la transition, bien, de remettre des trains sur les rails avec beaucoup de marchandises dedans, ça va prendre beaucoup de coordination puis beaucoup d'efforts collectifs. C'est certainement quelque chose de possible. Merci pour cette intervention-là. Donc, on va retourner vers les modèles de financement qui sont disponibles. On a entendu en entrée d'ouverture Mme Sylvie Pinsonneau qui nous a parlé de Compétiver. Alors, il y a quand même beaucoup de financement de disponible chez Compétiver, 375 millions de dollars sur 3 ans entre 2021 et 2024. Donc, encore une fois, on voit que quand on est une entreprise précurseur, c'est possible d'aller accéder à du financement. On va offrir les moyens aux entreprises d'aller chercher du financement à travers des solutions de financement direct et également des solutions d'appariement au niveau de l'investissement. Mais je vous invite également à aller voir le site de Compétiver parce que sur le site, Compétiver et toute son équipe a identifié des entreprises très performantes québécoises. Il y a des classes de maîtres régulièrement. Les classes de maîtres qui sont passées sont encore disponibles en rediffusion. Donc, beaucoup d'occasions d'aller voir des exemples concrets d'entreprises québécoises qui se placent sur une trajectoire de transition d'une façon très proactive et positive. Conseil numéro 3, parler de la transition avec les conseillers d'affaires autour de vous. Donc, on a tous dans nos PME plein de conseillers d'affaires. On a Evol, anciennement Famessard, ici dans le rapport annuel de Fonds d'action qui dit, bien, même nous, chez Evol, nous commençons à intégrer les critères environnementaux dans nos outils d'analyse. Donc, ces gens-là sont en mesure de vous parler et plus les PME iront vers leurs conseillers d'affaires, que ce soit dans les banques, dans les caisses, les gens de vos chambres de commerce autour de vous. Mais ça lance un signal que c'est important pour vous, que vous avez des besoins spécifiques vis-à-vis de la transition auxquels vous avez besoin d'être répondus. Et plus vous serez nombreux à faire connaître ces besoins-là, plus les organisations vont pouvoir créer des modèles adaptés et puis répondre à votre demande.
Donc, c'est très important. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous et ces gens-là aussi se préparent. D'ailleurs, cette année, on a eu beaucoup d'ateliers et de webinaires et on dit environ 65 à 70 des participants venaient de l'écosystème d'affaires parce qu'ils souhaitent être bien positionnés pour appuyer les PME. Donc, sur cette thématique spécifique de la finance durable, nous avons tenu un atelier interactif de 2 heures avec une professionnelle, Mme Rosalie Vendette, qui s'était jointe à nous pour l'occasion. C'est disponible en rediffusion, donc vous allez avoir le lien dans le chat général si vous souhaitez voir d'autres modèles de financement à votre disposition à ce qui se passe du côté de la finance durable. On a quand même beaucoup d'informations disponibles pour vous. Oui, sur le renforcement des capacités, donc comment concrètement passer à l'action sur ces enjeux stratégiques, eh bien, nous proposons donc le lancement d'une cohorte autour du diagnostic stratégique d'action climatique. C'est un premier état des lieux, en fait, très simple, rapide à faire de votre entreprise qui vous permet de faire le point sur la stratégie de transition, où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui. Grâce à ce diagnostic, eh bien, vous pourrez choisir par la suite de faire une évaluation ACT, donc Assessing Low Carbon Transition, qui vous donnera un score et qui pourra vraiment regarder dans le détail avec donc une valeur, un chiffre, à quel point vous êtes aligné sur une trajectoire de transition et vous permettra de mettre en place une démarche d'amélioration continue. Mais ce diagnostic est aussi utile si vous choisissez de l'intégrer soit dans votre plan de développement durable ou encore dans la stratégie d'entreprise, parce qu'il va soulever des points clés sur les 9 dimensions dont on vient de parler, que vous pourrez décider d'inclure dans vos actions au niveau stratégique. Il vous permettra aussi de continuer avec donc Acte pas à pas, qui est un accompagnement pour l'intégration progressive dans la durée dans les différents éléments de l'action climatique, donc à travers Acte, qui est encore une fois développé par l'ADEME et CDP. Donc, en résumé, le diagnostic stratégique d'action climatique vous permet de débuter votre démarche, d'avoir le profil de votre entreprise et les actions prioritaires que vous pouvez mettre en place, de cibler vos efforts et puis aussi de saisir les occasions d'affaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à pme@ccgclimat.com pour joindre cette cohorte qui démarre. Merci beaucoup, Pascal. Donc, en conclusion de cet atelier, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la transition, elle est en cours. Les entreprises qui vont gagner, c'est celles qui agissent tôt. Donc, agir tôt est vraiment la clé. Réduire les GES, c'est une occasion d'affaires. Pas les réduire seulement dans son entreprise, mais aider les gens à réduire les GES, qui est une grande priorité à l'échelle mondiale à l'heure actuelle, autant à l'étranger que chez nous au Québec. Il y a 9 aspects essentiels à considérer pour piloter sa transition. Donc, ça ne se limite pas à mesurer ses GES. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais la mesure des GES demeure très importante. Et chaque décision, je pense que vous le ressentez à partir de ce qu'on vous présente aujourd'hui, est en train de devenir une décision climatique. Il y a toujours un enjeu climatique à considérer lorsqu'on prend une décision d'affaires. Et le succès de cette transition-là va reposer à la fois sur un engagement individuel et un engagement collectif. Donc, sur ce, on vous remercie beaucoup pour la participation à cet atelier interactif. Et à ce point-ci, nous allons faire une petite pause d'environ 4 minutes, simplement le temps de permettre à nos panélistes de se joindre à nous. Et nous allons vous revenir avec le panel de 3 PME inspirantes. Donc, on se retrouve dans 4 minutes. À tout de suite.